Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 102 et on va vous parler du 13e Grand Prix de la saison 2021. Donc c'est un Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit d'Aragon. Cette semaine avec moi, Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Ça fait plaisir. Là, on a une petite pause quand même de 3 semaines, je crois, entre Silverstone et Aragon. Non, c'était cool de voir du MotoGP. Avec une belle bagarre. Ouais, belle bagarre, effectivement. Donc on commence comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécannerie. C'est Oscour06 qui va pouvoir crâner avec les beaux goodies de la maison et puis de la Bécannerie. Voilà, nous vous retrouvez le concours sur Twitter le jeudi avant chaque week-end de Grand Prix. On va passer sur les petites news qui avaient lieu avant le Grand Prix d'Aragon. Donc en Moto 3, Joel Kelso passera du CIV Moto 3 au team CIP l'année prochaine. Ce sera le coéquipier donc de Kaito Toba. Et on a, désolé pour la prononciation, Sharifudin Azman qui remplacera John McPhee pour Sprinta Petronas sur cette course d'Aragon. En Moto 2, Manuel González Simon, donc champion Super Sport 300 2019, actuellement en World Super Sport 600, notamment vainqueur à Manicourt la semaine dernière, qui fera un remplacement en Moto 2 sur ce Grand Prix pour le team MV Agusta, un remplacement donc de Baldassari, toujours blessé. Pedro Acosta en Moto 2 chez KTM Mayo, c'est confirmé pour 2022. Donc qui ne fera qu'une seule saison en Moto 3, et son coéquipier sera Augusto Fernandez, donc débauché de chez Marc VDS. Pour le Acosta, moi j'ai pas le souvenir d'un pilote qui ne fait qu'une seule année en Moto 3 ou 125 cm3. De mémoire, Rossi et Marquez ont fait tous les deux 2 ans dans cette catégorie avant de passer dans la catégorie supérieure, donc c'est quand même assez, en tout cas c'est peut-être pas le seul, mais c'est très exceptionnel. Donc on a John McPhee donc qui roulait pas en Moto 3 parce que lui il remplaçait Jake Dixon pour Sprinta Petronas en Moto 2 pour cette course. Et enfin Cameron Bobbier l'américain confirmé chez American Racing l'année prochaine. Voilà, il y a une rumeur qui place aussi le pilote écossais Rory Skinner, 20 ans. Champion 2020 de British Super Sport, aujourd'hui en British Superbike. Donc Rory Skinner est pressenti pour intégrer le team dès 2023. Ce sera confirmé l'année prochaine. Les petites news MotoGP. Donc on a Viñales qui est déjà de retour sur l'Aprilia à Aragon. Il a fait quelques essais à Misano qui se sont avérés a priori concluants avec les chronos. On a également Cal Crutchlow qui passe sur la Yamaha et Jake Dixon donc, qui va remplacer Morbidelli sur la Petronas Yamaha, donc comme à Silverstone en fait. A priori à la base c'était Xavier Vierret qui a été sondé, mais il n'a pas voulu faire cette pige pour le team. On a également eu la confirmation du calendrier 2021. Donc Austin est bien confirmé au calendrier. Il y avait quand même des gros doutes à cause de la gestion de la pandémie aux États-Unis. Et l'Argentine définitivement annulée cette année. C'était une date qui avait été qui était à replacer sur le calendrier. Et visiblement, de toute façon, avec l'incendie qu'il y a eu en début d'année, c'était pas possible. Enfin, on a quand même vu Johan Zarco qui a fait le trajet France-Aragon sur une Ducati 900 SS de 81 avec les mécanos de son team Pramac. Je sais pas si t'as vu les photos, Stéphane, c'était quand même... Il disait pas un trajet, il a dit le périple. Ouais, périple, effectivement, je pense que c'était quelque chose... Bon, ils ont évité l'autoroute forcément, mais je crois que pourquoi une moto aussi vieille, c'est parce que ces mécaniciens lui ont interdit d'avoir une moto plus récente que l'année 2000. Donc c'était le petit challenge dans le challenge. Donc il a emprunté une Ducati 900 SS à Adrien Parasol, le journaliste qu'il connaît bien, pour avoir fait ses classes en vitesse ensemble. Donc voilà, c'était assez cool, j'ai trouvé. Je trouve ça sympa en plus partir avec ces mécanos, tu peux faire un peu de team building, ça peut être pas mal.
Carrément, non, vraiment, c'était, ouais, ça ressemble à Zarco au final, hein, quand tu y penses. C'est vraiment lui, et puis quelque chose de cool. Il a pas vraiment fait la promo de ça, même si il a fait un peu sur Instagram, mais c'était plus pour les souvenirs qu'autre chose. Je trouvais ça cool. Vraiment ce type de road trip, quoi. Enfin, donc petite news d'hier, donc tu y reviendras, je pense, tout à l'heure, par rapport à ce qui s'est passé à Manicourt en Super Sport 600. On a Valentin Debis qui aura une autre chance de courir avec le GNT cette saison, parce que effectivement il a eu un petit accident, un gros accident et une fracture au bout. Et on a également la news qui est tombée cette semaine. Barnier Racing et Tito Rabat, c'est déjà fini. Leur collaboration n'aura pas duré très longtemps. On recommentera ça encore pour le Superbike. Ouais, avec les résultats qu'il y a eu. On va passer tout de suite à la course d'Aragon Moto 3. Donc il n'y avait pas de Moto E ce week-end. Donc en Q1, c'est Suzuki, Salati, Sasaki et Toba qui s'en sortent, alors que Félon, lui, s'est qualifié directement en Q2 avec sa belle P8 au classement combiné des essais libres. Donc ça, c'est vraiment une performance à noter pour Lorenzo Félon. Et puis c'est amusant de voir que c'est le tir groupé des Japonais en Q1 avec le Czech Salac. Mais ouais, ils ont tous fait le nécessaire pour passer en Q2. En Q2, donc c'est Binder qui fait la pole devant Rodrigo et Suzuki. En seconde ligne, ce sera Garcia, Mignot et Honshu, tandis qu'en troisième ligne, on a Alcoba, Antonelli, Acosta. Félon, lui, partira de la quatrième ligne, 10e. Donc encore une super belle qualif pour le Français qui vraiment progresse bien. La course, le départ est donné, donc c'est les pilotes qui conservent leur position durant les premiers virages. Je vais faire court, mais ça se bagarre bien avec un groupe de 13-14 pilotes dont fait partie Lorenzo Félon. Il a été détaché un peu à un moment, mais il revient jusqu'à la 10e place. Malheureusement, ce dernier est pénalisé d'un long lap à la suite d'avoir mordu 3 fois dans la zone verte à la sortie des virages. Donc il va rétrograder à ce moment-là vers la 15e place. On a une grosse chute de Rodrigo qui va emmener avec lui Fenati. Et devant, ça bagarre bien avec Honshu, Artigas, Binder, Acosta, Garcia, Foggia, Sasaki et Izan Guevara. Acosta va partir à la faute et emmène Artigas avec lui. Grosse faute d'Acosta, ça lui ressemble pas trop. Garcia, lui, n'a pas été panoté par son team. Il ne sait donc pas qu'Acosta est tombé et que du coup, vu qu'il se bat devant, il va prendre des gros points au championnat. Du coup, il continue de pousser. Bonne ou mauvaise stratégie, on verra. Mais il va finir par partir à la faute dans le virage numéro 12 alors qu'il a la bagarre pour la tête de course. Honshu, lui, est vraiment se démène devant pour la victoire. On sent vraiment qu'il veut aller la chercher. Mais Foggia va mieux se placer que lui dans le dernier enchaînement. Alcoba et Félon vont partir à la faute dans le virage 17 du dernier tour, malheureusement pour eux. Donc c'est Foggia qui s'impose devant Honshu et Sasaki. Guevara finit 4, Antonelli 5 et Mignot 6. Au championnat, donc Acosta 201 points, ça bouge pas. Garcia 155 points, ça ne bouge pas. Et c'est Foggia qui lui fait la grosse opération du jour avec ses 25 points, qui se place 3e avec 143 points au total. Voilà, donc moi ce que j'ai noté, premier commentaire, c'est Félon, il a fait un beau week-end. Dommage pour le long lap et l'accrochage avec Alcoba dans le dernier tour, mais clairement c'est ça qu'on va voir de Lorenzo Félon. Ben ça, il était P10. Tu te dis que s'il prenait pas le long lap, finalement, il aurait pu rester peut-être dans les roues du groupe de tête et peut-être accrocher du coup son premier top 10. Parce qu'il était vraiment dans le rythme, et dommage qu'il prenne ce long lap, bon, mérité puisqu'il mord 3 fois, mais. Oui. Et après, tu vois que il fait le long lap, il arrive plus à suivre les gars devant lui, et après il y a l'accrochage. Mais bon. Moi, je pense qu'il manque un peu de maturité parce que je comprends qu'il voulait jouer avec le groupe de tête, il avait le rythme, mais sur ce coup-là, c'est peut-être justement un manque de maturité, le fait qu'il mord 3 fois dans le verre, alors qu'ils ont l'avertissement et tout. C'est pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, il y a une belle progression sur ces derniers week-ends par rapport au début d'année. Et là, on voit clairement qu'il avait le rythme de course pour jouer la course devant. Donc ça, c'est super pour lui, pour son team. Alors, on sait que de toute façon, il avait une seconde année avec son team de prévu, mais c'est vraiment voilà, ça va lui ôter des doutes de la tête, je pense, et ça va vraiment le mettre en confiance pour la suite. Maintenant, il faut qu'il confirme sur les prochaines courses. C'est-à-dire que quand tu fais P10, tu dis maintenant, il faut que toutes les courses, je me fasse voir, que je rentre dans les points, que je finisse pas à 17, 18, voilà, que tu confirmes un peu ce résultat.
Alors c'est exactement ça, faut qu'il confirme et surtout qu'il finisse ses courses maintenant parce que là, quelque part c'est un peu gâché de pas finir cette course, même s'il aurait pu finir dans les points quoi. Enfin. Ensuite j'ai noté Acosta qui chute, ça ressemble pas trop à du Acosta. Il chute bien tout seul, il perd l'avant, il était un peu généreux au freinage quand même. Ouais, après il emmène Artigas. Je l'ai trouvé en dedans, il a jamais, alors c'est pas qu'il était pas devant, mais ce week-end déjà il se qualifie un peu loin, mais ça lui arrive quand même souvent, donc c'est pas non plus un marqueur, mais après j'ai trouvé que dans le groupe de tête, il jouait pas trop les 4-5 premières places, quoi. Il était plutôt dans la seconde partie du groupe de tête. Et j'ai l'impression que ça l'a peut-être agacé, où il a voulu trop demander à sa moto, et c'est là où il commet l'erreur qui entraîne Artigas dans sa chute, quoi. Il aurait pu faire mal à Artigas, parce qu'Artigas fait un joli high side. Est-ce que tu trouves pas qu'il forçait un peu, peut-être, ou... Non, alors après, est-ce que le fait qu'il soit, entre parenthèses, presque champion, est-ce que le fait qu'il soit moto de l'année prochaine, est-ce qu'il ça le déconcentre pas sur cette course? Est-ce qu'il se sent maintenant plus impliqué en moto 2 qu'en moto 3? Est-ce que il s'est dit ça y est, le moto 3 j'ai entre parenthèses fait ma saison, est-ce que il arrive à se remobiliser pour cette course? On peut se poser la question. Ouais, mais faut qu'il fasse gaffe parce que là, ce week-end, donc il restait 6 courses au total, donc là, elle est terminée, donc il reste 5 courses, 5 fois 25 points possibles, ça fait beaucoup de points, ça fait 125 points. Donc, son championnat est pas garanti, 125 points. Si je regarde le classement, il y a encore un paquet de pilotes qui peuvent lui passer devant. Si jamais disons qu'il fait 0 points à chaque course. Garcia est présent. Foggia également est juste derrière, donc faut pas qu'il se repose trop sur ses lauriers. Peut-être qu'effectivement l'annonce Moto 2 l'a pris par surprise, elle l'a un peu déconcentré, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une possibilité, oui. Pour lui, il a quand même un peu la chance du champion, c'est-à-dire que il chute et Garcia chute. Justement, c'était mon point d'après. Effectivement, je sais qu'ils en ont parlé un peu à la boîte à clapper, mais pour toi, est-ce que son team aurait dû pas noter Garcia pour lui dire attention, Acosta est tombé, si tu peux pas aller chercher la gagne, c'est pas grave, garde des gros points, quoi. Après, je pense qu'il y a 2 erreurs. Le team aurait dû pas noter Acosta est tombé, donc déjà tu te dis même si je finis 3, je prends quand même des gros points. Et et moi je pense aussi le team, en moto 3 c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce qu'ils auraient pas dû dire son coéquipier Garcia de lever un peu Guevara, et Guevara de pas faire la bagarre, parce que Guevara et Garcia sont restés quand même pas mal de tours. Alors je dirais pas épaule contre épaule, mais pas loin. Ouais, est-ce que Garcia a pas voulu trop en faire pour dire non, c'est moi qui suis numéro 2 au championnat, c'est moi qui suis entre parenthèses leader dans l'équipe, les gars, tu vas pas me la faire, quoi. Est-ce que les deux mis bout à bout a pas fait que Garcia s'est un peu énervé et a voulu trop en faire, et puis du coup il a chuté, dommage pour lui. Ah, effectivement, c'est un autre point que tu soulèves que j'avais un peu sorti de ma mémoire, mais tout à fait, oui. Guevara a été chaud patate sur cette course, et plusieurs fois il est allé taquiner les carénages de son coéquipier. Vraiment, c'était du Moto 3, mais entre deux coéquipiers, on voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent. Et j'ai quand même cru qu'à un moment ils allaient quand même bien se toucher, et bien tomber tous les deux. Oui. Non, j'y ai cru aussi, t'as raison. Après, Guevara, c'est un rookie. Il a la vitesse, mais peut-être que c'est pas simple d'être dans l'ombre d'un rookie comme Acosta, mais il fait des belles choses cette saison, Guevara. Donc voilà, effectivement, je pense que, alors je suis pas pour les consignes de course en moto GP. Peut-être qu'avant la course, il faut dire voilà, si vous êtes tous à la lutte pour la victoire, quand c'est entre vous, faites-le proprement. Voilà. C'est ça. C'est tout ce qu'il faudrait communiquer. Mais dommage, 2 gros points perdus pour Garcia en tout cas. Ouais, gros points perdus pour Garcia, comme tu dis, je pense qu'il perd entre 25 et 13 points sur cette course, on va dire entre la première et la 4e place, parce qu'il avait vraiment la vitesse. Mais alors, je sur une parenthèse, souvent, alors tu vois en moto et entre parenthèses en Formule 1, quand t'as des accidents, les pilotes qui disent ah oui, j'ai vu sur les écrans géants. C'est-à-dire que qu'en moto 3, ils regardent, et ils ont entre parenthèses pas le temps de regarder les écrans géants pour voir ce qui se passe en course. Ouais, après tu vois, parce que des fois t'entends des pilotes qui disent oui, j'ai vu sur les écrans, je me sers un peu des fois de voir un peu ce qui se passe. Je dis pas qu'ils regardent la télé, mais après je pense que ça va dépendre de où sont placés. Alors je connais pas bien Aragon, où sont placés exactement moi non plus, les écrans. Je connais pas ce circuit. Et quand t'es calé dans ta bulle et derrière d'autres motos pour choper la spi, je pense que tu vois pas grand chose des écrans. Et contrairement en Formule 1 où
on va dire ton champ de vision est différent parce que t'es assis, t'as la tête bien droite et tu peux peut-être lever les yeux vers les écrans. En moto, t'es couché sur la moto et donc t'as les yeux vraiment bas, quoi, la tête bien aplatie presque. D'ailleurs, c'est pas très naturel comme position. Non, donc voilà. Et enfin, moi, je voulais parler de Denis Sonchou. Clairement, ce week-end, il était vraiment très 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 fort. Voulait vraiment, selon moi, aller chercher cette victoire. Malheureusement, elle lui échappe parce que Denis Foggia a une intelligence de course et peut-être une vitesse de pointe un peu plus puissante avec sa Honda sur cette course. D'ailleurs, belle course de Tech 3 puisqu'ils font 2-3 sur le podium. Non, mais voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de Honchou et de Tech 3 sur cette course? Non, mais il a fait une belle course. Tu sentais qu'il était très déçu de pas gagner la course, par contre. Il était, pas dire en pleurs, mais pas loin. Mais c'est bien. Et puis c'est bien pour l'équipe française. Bon week-end de Tech 3 en général. Je pense qu'il y avait du positif à en tirer aussi du MotoGP, mais je pense que Honchou, bon, il l'aura, hein, sa victoire. Faut pas qu'il brûle les étapes. Donc il y a pas de raison que ça n'arrive pas. Il est dans un bon team, il a une bonne moto. Je pense que faut pas s'inquiéter. Lorenzo Felon, on a déjà dit, j'ai pas vu sa chute, je sais pas pourquoi, si c'est sa faute avec Alcoba, mais en tout cas, Alcoba... On voit pas sa chute, en fait, à la télé. Alcoba a été emmené à la clinique médicale après sa chute. Il y a quand même eu, apparemment, quand même des dégâts, même si, au final, plus de peur que de mal. Voilà. C'est parti pour la Moto 2. Donc, en qualif, sortent de la Q1 Hector Garzo, Joe Roberts, Marcel Schroeter et Tom Luthi. En Q2, c'est Sam Lowe qui signe la pole devant Rémi Gardner et Rolf Fernandez pour la première ligne. Hector Garzo, Ayugura et Albert Arenas forment la seconde ligne. Troisième ligne, Navarro, Di Gianantonio et Bezzecchi. McPhee partira 29e. Voilà, je voulais le noter parce que c'est pas facile d'intégrer une catégorie comme ça sur un week-end. C'est parti pour la course. Donc Sam Lowe garde le bénéfice de sa pole, suivi par Gardner et Rolf Fernandez. Rapidement, l'Anglais va creuser l'écart et Fernandez, lui, va doubler son coéquipier Gardner qui n'arrive pas à suivre le rythme. Au troisième tour, donc Rolf Fernandez double Sam Lowe et Hector Garzo part à la faute un peu après avoir doublé Gardner. Les positions sont stables et assez écartées, hein. Je crois que entre Rolf Fernandez et Lowe, rapidement il y a une seconde et demie d'écart, et ensuite entre Lowe et Gardner il y a plus de 2 secondes d'écart, donc c'est pas beaucoup de bagarres. On a quand même Arenas et Dalla Porta qui vont un peu bagarrer un peu plus loin. Navarro est à la 4e place à ce moment-là, et Bezzecchi, lui, va partir à la faute, mais reprend la moto et rejoint la piste à nouveau. Sam Lowe, qui forçait pour rattraper un peu Rolf Fernandez, lui va chuter. Dommage pour lui. Enfin, Navarro se retrouve en bagarre pour la 3 avec Augusto Fernandez. Et finalement, c'est Rolf Fernandez qui s'impose devant son coéquipier Rémi Gardner et Augusto Fernandez pour la 3e place. Au championnat, donc tout ce petit monde prend des gros points. Gardner 251 points toujours en tête. Rolf Fernandez lui reprend 5 points. 212 points au total et Bezzecchi 179 points. Pas grand chose à dire de cette course. On retombe dans les travers de la course Moto 2 un peu soporifique. Donc à noter quand même la 100e victoire pour KTM Ayo en GP avec le doublé. Pour moi, 4 motos avaient le niveau sur cette course. Les 2 KTM Ayo, donc de Gardner et Fernandez, et les 2 VDS avec Sam Lowe et Augusto Fernandez. Les autres, clairement, n'avaient pas le niveau. Rolf Fernandez, on s'en souvient, blessé la course précédente, qui gagne la course, et de main de maître, hein, avec à partir du 3e tour, plus personne ne pouvait rouler avec lui. Belle maîtrise pour lui de cette course. C'est lui qui pousse Sam Lowe à la faute avec son rythme. Gardner, lui, n'a pas pris de risque. Intelligent, il a roulé en 3-4e position. Voilà, il a toujours su être bien positionné, et quand il avait pas le rythme, il a su marquer les points. Au final, il termine 2e. Bon, je vais quand même enchaîner sur le niveau cette année en Moto 2 qui est très très disparate, encore plus que les saisons précédentes. Moi, j'arrive de moins en moins à comprendre cette catégorie. Et je voulais quand même noter le travail qu'ont fait les Bosco Scuro sur ce Grand Prix.
Donc il faut noter quand même 3 Bosco-Scuro, donc anciennement Speed Up, hein. C'est les châssis Speed Up. Donc on a Navarro qui termine 4e, Fermin Aldeguer, le jeune espagnol qui vient du CEV Moto 2, qui termine 7e. Et j'ai oublié Aaron Cadet 5e. Donc voilà, 3 Bosco-Scuro Speed Up dans le top 10, c'est très bien, en sachant la domination de Calex. Et voilà, la seule moto qui est différente, c'est la MV Agusta après en 10e position. Donc beau boulot pour eux. Pas grand chose à dire d'autre. J'ai vu une chute de Tom Luthi aussi dès le début de la course, après quelques tours. Donc clairement, il est plus Tom. Ça fait du bien de voir qu'il prend sa retraite l'année prochaine. Je pense que c'est mieux pour lui. Et le petit Manuel Gonzalez, hein, qui faisait, on en a parlé tout à l'heure en news, qui faisait un remplacement pour MV Agusta, qui termine 17e à la porte des points, 34 secondes derrière le premier, donc c'est vraiment pas grand chose. Très intéressant ce petit Manuel Gonzalez, et John McPhee qui termine 20e en étant parti 29e. Donc il y a eu beaucoup de chutes, c'est vrai. Mais il faut terminer sur ses roues, hein, pour quand on découvre une moto. C'est pas évident. Voilà pour le Moto 2. Je vais laisser un peu Stéphane reprendre la parole pour le MotoGP. Allez, passe par la Q1 Zarco et Binder. En Q2, la pole est pour Bagnaia devant Miller et Fabio Quartararo. Joan Zarco, quant à lui, va partir de la 10e place. C'est Pecco Bagnaia qui réalise le all shot devant Marc Marquez. Ces deux pilotes-là ne vont pas trop se lâcher, c'est-à-dire que Marc Marquez va suivre le pilote Ducati tout au long de la course. On voit au fur et à mesure des tours que Marquez semble plus facile et on se dit que à 2-3 tours de l'arrivée, Marquez va nous faire une Marquez, va attaquer Bagnaia, le doubler, s'adjuger la victoire. C'est bien ce qui va se passer, sauf qu'à 4 tours de l'arrivée, donc Marquez va bien tenter l'attaque sur Bagnaia, mais sans succès à chaque fois que le pilote Honda va doubler Pecco dans les virages. Le pilote Ducati va à chaque fois le repasser instantanément, bien aidé je pense par une moto italienne qui paraît plus véloce que la Honda de Marc Marquez. Du coup finalement Bagnaia s'impose devant Marquez. Côté français, on peut parler d'une course assez décevante, surtout pour Joan Zarco qui va finir à la 17e place. Fabio, quant à lui, avait annoncé d'ores et déjà que c'était pas un circuit qui lui convenait, qu'il allait tout faire pour assurer le minimum de points pour le championnat. Donc finalement, c'est ce qu'il va faire puisqu'il va sauver les points de la 8e place. Va compléter le podium Joan Mir. Au championnat du monde, Fabio Quartararo est toujours leader. Il compte 214 points. Bagnaia est second. Il accuse un retard de 53 points sur le français. Joan Mir est 3e avec un retard de 57 points. Et Joan Zarco se retrouve 4e et il est détaché parce qu'il est maintenant à 77 points de son compatriote. Ouais. Moi, en discussion, j'ai marqué quelle course de Marquez. Puisqu'on avait un Marquez qui était dans le coup toute la course. Et je pense que s'il avait une machine un poil plus puissante, il aurait déposé Bagnaia. Ouais, moi je te rejoins, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire qui sont intéressantes. Effectivement, Marquez était dans le coup. Les copains, là, Cyril et Olivier, ils parlaient la semaine dernière que Marquez surroulait. Et effectivement, il surroule, mais pas sur ces circuits anti-horaires pour moi. Sachsenring, on l'a vu, il termine premier. Aragon, ça confirme, il termine 2. J'attends Austin avec impatience. Clairement, quand il roule sur un circuit qui tourne à gauche, il est dans son élément. Ouais. Il est dans son élément. Tout le week-end, il a été là. Je trouve que samedi, il a peut-être envoyé des faux signaux à ses adversaires. Peut-être qu'il s'est économisé samedi. Il a été un peu moins bon le samedi que le vendredi. D'ailleurs, le vendredi, dès la FP1, il signe un chrono de malade. Voilà. Non, Marquez a été là. Il a pas lâché Bagnaia de la course. Effectivement, il a essayé de le doubler dans des endroits pas faciles, donc en virage. En sachant qu'un V4 pour doubler en virage, c'est pas toujours évident. Mais en puissance pure, il arrivait pas à prendre Bagnaia dans les lignes droites. Et je trouvais qu'en freinage, alors je sais pas s'il avait pas confiance en son train avant ou s'il avait pas confiance en sa force physique. Je trouvais qu'en freinage, il freinait plus tôt, beaucoup plus tôt que Bagnaia. Alors, il faut dire qu'avec ces deux chutes, peut-être que ça l'a un peu refroidi aussi. Ouais, c'est ça. Et non, moi je pense que niveau pilotage, il était meilleur que Bagnaia sur la course, parce que ça se voyait que,
Marquez était dans la route. Tu sentais que il était plus vite d'une manière générale, mais qu'en sortie de virage, ça se voyait à chaque fois, il manquait quelque chose. C'est qu'en sortie de virage, Marquez était toujours devant Bagnaia, et tu sentais que Bagnaia, il a juste à remettre les gaz et passer devant Marquez. Oui, parce que Marquez, les seules solutions pour doubler, il devait élargir ou essayer pour éviter d'élargir, d'utiliser bien son frein arrière pour tenir la ligne, mais il a pas réussi à le faire. Il l'a fait, je sais pas, il a doublé 7 fois Bagnaia dans les 3 derniers tours. Ouais. Dans les 4 derniers tours. Et 7 fois, Bagnaia est repassé devant, juste derrière. C'est pour vous dire, la bagarre que c'était hyper propre. Non, d'ailleurs. C'était une très belle bagarre, oui, très belle bagarre. Mais, voilà, mentalement, aucun des deux n'a lâché. Jusqu'à ce que Marquez commette l'erreur qui n'a pas amené à sa chute, heureusement, qu'il élargisse beaucoup trop, mais qu'il est plus en mesure après de rattraper Bagnaia. Non, la course de Marquez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis content de le revoir, qu'il est capable de faire des courses à ce niveau-là. Ça m'avait un peu manqué, en fait. J'adore voir plein de nouveaux pilotes devant. Mais quelque part, en fait, quand Marquez roule comme ça, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, quoi. Bah, tu dis, c'est un peu ces dernières années, c'est un peu la référence Marquez, donc c'est là où tu peux juger aussi le niveau des autres pilotes. C'est ça. Exactement. Je pense. C'est comme il est au-dessus du lot. Ça, même si on est même pas Marquez, au niveau pilotage, il est au-dessus du lot. Bah, tu peux dire que, voilà, faire des belles bagarres contre Marquez, ça donne un peu plus de prestige, je trouve. Ah, je suis d'accord avec toi. Donc pour Marquez, bravo, et tu méritais ta deuxième place. Tu aurais mérité la victoire. Ouais, je pense qu'il aurait mérité la première place parce que je me suis dit de toute façon, allez, à 3-4 tours du drapeau à damier, il va porter une attaque impeccable, il va déposer tout le monde. Bon, alors finalement c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il a pas réussi à le déposer, dommage. Je pense que pour gagner hier, parce qu'on enregistre lundi, je pense que pour gagner ce dimanche, il aurait dû faire une meilleure qualif. Le tour de Bagnaia en qualif était monstrueux, où il prend le record du circuit. Faut savoir que, une petite stat, le record le record du circuit tenait depuis 6 ans. Et c'était Marc Marquez qui l'avait fait, en 2016, je crois. Donc ils n'étaient pas encore passés chez Michelin, les manufacturiers. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point quand Bagnaia vient exploser ce record de presque une demi-seconde, je crois, c'est pas rien parce que ça avait pas été fait depuis ce temps-là. Donc mais il avait la moto pour Bagnaia. Enfin, Marquez, il s'élance bien. Il est deuxième dans les roues de l'Italien pendant toute la course. Enfin, c'est pas sa mauvaise qualif qui fait qu'il finisse second pour le coup. Je pense que peut-être que s'il était parti un peu plus proche de la tête, il aurait pu passer Bagnaia avant le premier virage. Parce qu'il fait un départ canon, Marquez. Mais vraiment canon. C'est pas sûr qu'il se fasse pas doubler après par Bagnaia parce que tu sentais quand même que la Ducati était beaucoup plus véloce en sortie de virage. Ouais, non, bon, après, c'est un débat qu'on peut avoir, mais je pense aucun de nous deux n'aura la réponse, mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ce débat, en tout cas. Voilà. Non, mais les deux méritaient la victoire. Je suis content. Bon, on va passer du coup à Bagnaia, vu qu'on a parlé de Marquez, mais on en profite. Je suis content pour Bagnaia, parce qu'il nous a fait une course de malade aussi, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent se targuer d'avoir résisté 7 fois en 3 tours à Marquez et avoir gagné la course derrière. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, même d'avoir résisté à Marquez tout court sur un duel, lors d'un dernier tour. Je dois compter Dovi, je dois compter Fabio, deux fois. Rossi, je dois compter Quartararo, ne l'a pas fait. Oliveira l'avait fait, il avait gagné d'ailleurs. Oui, Oliveira l'avait fait. Voilà, donc il se compte vraiment sur les doigts d'une main ces pilotes-là. Donc bravo à lui. J'étais vraiment content qu'il a arraché de première victoire, en sachant qu'à Misano l'année dernière il était très bon et qu'on enchaîne. Misano, il y aura encore d'ailleurs deux courses à Misano. Peut-être que c'était le déclic qui lui manquait. Aujourd'hui, c'est le porte-drapeau de la marque Ducati parce que Jack Miller, même s'il a fait une course correcte en finissant 5e, clairement, quand il a plus de mal, en tout cas, à être régulier. Il fait une erreur, aussi. Il est 3e, il fait une erreur, il se retrouve 6e. Bon, à un moment de la course, il finit 5e. Non, mais il est régulier en fait, Jack Miller, il a fait des courses en début de saison, voilà, où il fait 8e, 9e, c'est trop loin, quoi. Bagnaia, c'est son 4e podium, cette saison, il a fait 3 secondes places, faut le rappeler. Donc c'est sa première victoire. Voilà, il est dans un rythme où il peut être champion du monde, c'est pas déconnant, Quartararo, pour l'instant, est assez intouchable, mais voilà, Quartararo, c'est son pire résultat cette saison. Non, mais alors, moi j'ai noté, tiens, tu fais une bonne transition pour Quartararo. Je pense qu'il a fait une course intelligente parce que les années précédentes, même si c'est un circuit qui lui convenait pas, il aurait tout fait pour
pour faire de bons résultats. Et je pense qu'il aurait surpiloté et il aurait fini au tapis ou rentré dans son box en cassant tout. Et là, il avait dit le départ, bon, écoutez les gars, moi je sais qu'aujourd'hui, attendez rien de moi, je vais faire ce que je peux, je vais sauver des points et puis on verra la prochaine fois. Et finalement, il est toujours leader, même si Bagnaia gagne, il prend pas non plus 50 points au championnat, donc je pense que c'est quand même une belle course de Quartaro malgré cette 8e place. Oui, non, effectivement, je voulais préciser, c'était la pire course de la saison de Quartaro, mais c'est plus pas pour le critiquer, plus pour mettre en valeur il a jamais fait pire que 8e. Zarco, quand il fait pire, c'est 17e. Là, c'était ce week-end. Donc voilà, c'est pour dire que Quartaro, effectivement, c'est un mauvais résultat par rapport à sa saison, mais dans l'ensemble, c'est un résultat. On est sur un rythme de champion, de vice-champion. Hein. Quand sa pire course, c'est 8e. Voilà. T'es assuré de faire quand même, tu fais une très bonne saison. C'est que ça veut dire que tu fais une très très bonne saison. Donc, bravo à lui. Effectivement, c'est pas un week-end facile. Il a eu un petit souci de pneus apparemment, qui s'est pas comporté. Alors, pas forcément un défaut, mais qui s'est pas comporté de la manière dont il attendait. Il a fait plus chaud dimanche que le reste du week-end. Donc voilà. D'ailleurs, c'est ce qui a surpris Zarco également. Mais bon. Voilà pour Quartararo. On a fait Bagnaia, on a fait. Mais tu parlais de Zarco, moi j'aurais enchaîné sur l'autre français Zarco du coup, qui se cherche depuis quelques courses. Et on l'a encore vu aujourd'hui, enfin hier, pardon. Il s'élance de la 10e place. Il a du mal en course, il finit 17e. Et tu sens que même dans ses commentaires, il est moins tranchant qu'avant. Avant, il était hyper tranchant. Tu vois, je joue la gagne, je joue le titre, là. Et là, c'est depuis que Jorge Martin, en fait, a gagné sa course. Tu sens que Zarco a pris un coup derrière la tête parce que je pense que Zarco devait lui penser que ça aurait été le pilote Pramac qui a gagné la première course. Finalement, c'est son coéquipier. Et je pense que lui, pour le coup, ça a dû le miner. Ouais, c'est possible. Là, j'ai les derniers résultats sur les 6 derniers Grands Prix de Zarco. En Allemagne, il fait 8. À Assen, il fait 4. En Styrie, il fait 6. En Autriche, il abandonne. En Grande-Bretagne, il fait 11. Et à Aragon, il fait 17e. Donc déjà, à partir de l'Allemagne, juste avant la trêve estivale, il commence à avoir des résultats un peu moins bons, alors qu'avant, il était quasiment toujours dans le top 5. Mais avant, il n'est pas Jorge Martin. Non, mais à partir de l'Autriche, effectivement, c'est compliqué. Il abandonne en Autriche, et après il fait 11 et 17. Donc, est-ce que c'est la faute de Martin? On sait qu'à Silverstone, il a eu un souci à l'avant-bras, il a eu des crampes. C'est ça. Mais il a dit que ce week-end, c'était pas ça. Après, je reprécise, on l'a pas encore dit, c'est le seul en MotoGP qui est parti en médium avant. Tout le monde est parti en soft à l'arrière. Oui, médium avant, soft arrière. C'est le seul qui est parti en médium avant et tous les autres avaient un hard à l'avant. Donc il disait qu'il avait pas de feeling avec le médium et qu'il a tenté le médium en sachant qu'il a fait plus chaud. Je pense que c'était un mauvais choix de pneu. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Là, je comprends pas. Si t'as pas de feeling, tu mets pas le pneu avec lequel t'as pas de feeling. Je suis pas pilote professionnel. Mais... Ouais, mais alors je suis pas d'accord. Enfin, dans le sens, le pilote a son mot à dire sur son choix de pneu, c'est évident. Mais le team, pour moi, il doit aussi savoir expliquer à son pilote, écoute, tout le monde a pris par en hard à l'avant, tout le plateau, toutes les autres Ducati GP22. Et avec ça, il y en a qui ont fait en FP4 un rythme de fou. Voilà, il va faire chaud. Le médium, c'est un gros risque pour ta course, quoi. Et enfin... Et ils ont peut-être dit, il a peut-être dit, oui, t'inquiète, je vais gérer, je me sens bien avec. On sait pas. Peut-être qu'il y a eu les arguments pour, mais non, c'était pas le bon choix en tout cas. Ouais, non, je pense que c'était aussi pas le bon choix. En plus du fait que de toute façon, son week-end n'était pas top niveau. Hein. On est d'accord. Il a jamais été dans le coup à aucune session. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Joan Mir. Joan Mir, je voulais en parler parce que encore un podium pour le numéro 36, pour le champion du monde en titre. Bon, oui, il termine presque à 4 secondes de Marquez et de Bagnaia, mais encore un podium pour lui. Il est dans le coup. Petit à petit, il remonte. Il grignote des points sur tout le monde. Il a repris largement Jack Miller. Il a repris Zarco. On est sur un rythme même rythme que l'année dernière. Sauf que cette année, il y a Quartaro. Mais sinon, on est sur le même rythme que l'année dernière pour lui.
pour le coup, je l'admire. S'il s'est lancé pas 7ème, peut-être qu'il ferait des meilleurs résultats. C'est possible. Par contre, il a beaucoup souffert de la puissance de sa moto, je pense, en ligne droite. Ouais. Mais c'est le genre de pilote, tu vois, il part tellement loin que tu te dis, mais tu peux pas gagner une course. Ouais. Non, c'est ça. Quand t'es Marquez, il est 4ème, bon, il arrive 2, tu peux dire, même s'il était parti 3, il aurait peut-être pas gagné. Mais je l'admire quand tu pars 7ème, même à l'époque, Marquez, quand il partait 7ème, c'était pas évident qu'il gagne une course. Donc là, tu dis, avec la Suzuki, même 7, c'est trop loin pour prétendre à la victoire. Et encore, il s'en sort mieux qu'Alex Rins, parce qu'on va pas commenter. Non, t'étais second la dernière fois, et là, tu finis hors des points. Donc, bon, En fait, c'est marrant de se dire qu'il tombe dans les mêmes travers que Viñales, je trouve, Rins. Il peut faire des coups d'éclat exceptionnels. Alors bon, il n'a pas les victoires qu'a Viñales, bien sûr. Mais derrière, effectivement, il finit 12, mais il s'était qualifié, mais je sais même plus combien. 17ème de mémoire, quelque chose comme ça. C'était vraiment dégueulasse, comme dirait la boîte à clapet. Non, pardon, il était 20ème, pardon, il s'est qualifié 20ème. Ouais. Je crois qu'il s'est qualifié juste devant Rossi. Juste derrière Viñales, quand même. Viñales, ça fait un meilleur résultat que lui en qualification. C'est ça. Le pire, il y avait Dixon, Rossi, Viñales et Rins. Ouais, non, c'était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Voilà pour Mir, bravo à lui. Et deuxième week-end de suite où Espargaro est là. Alors, on n'en parle pas parce qu'au final, il y avait tellement à dire sur Marquez, Bagnaia et Quartararo, mais Aleix Espargaro, 4ème, après son podium la semaine dernière, il y a à Silverstone. Voilà, encore une fois, il montre que l'Aprilia, elle marche bien. Alors, c'est son circuit préféré, Aleix Espargaro, Aragon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est très très bien. Moi, je suis encore une fois étonné de le voir là, mais ça montre que les progrès de la moto sont réels. C'est un peu de je veux dire, c'est un peu de fraîcheur. C'est-à-dire que ça change des Ducati, Yamaha. T'as une Aprilia qui finit 3ème la dernière fois, 4ème aujourd'hui. Je trouve que c'est bien. Ouais. Ça met un peu ça remélange un peu les cartes. C'est-à-dire que prendre des gros points d'autres pilotes, c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je voulais dire un petit mot sur Jack Miller, qui a terminé 5, j'ai pas grand chose à dire. 5ème, c'est une place correcte quand tu joues le titre, mais ça veut dire que les autres week-ends tu fais podium en général, et c'est pas le cas de Jack Miller. Donc cette 5ème place, il en tire pas vraiment profit. Il a pas le niveau sur cette course pour faire mieux, et c'est pas suffisant pour être champion du monde, je pense, au bout de la saison. Ouais, je viens de te dire, heureusement qu'il est pas chez Red Bull. Parce que je crois qu'il aurait peut-être pas fini la saison de Jack Miller. Ouais, c'est assez bizarre. C'est pas aussi flagrant que Viñales, qui est capable de faire 2 après dernier. Mais on me dit ça sur le tour de la blague. Jack Miller, il a gagné 2 courses cette saison. Et... Je pense que Ducati attend quand même beaucoup plus de Jack Miller. Ouais. Alors, surtout que, alors là, c'est du Pierre, donc c'est basé sur rien. Je suis Ducati aujourd'hui, je me dis mes pilotes sont tous signés pour 2022. Voilà, j'ai 8 motos, j'ai 8 pilotes. Qu'est-ce que je fais pour 2023? Voilà, chez Pramac, il y a un pilote qui s'appelle Martin. S'il fait une saison sans la blessure, comme il fait actuellement l'année prochaine, je pense qu'il pourra prétendre légitimement un siège sur la Ducati officielle. Tout à fait. Et s'il faut choisir entre Bagnaia et Miller, aujourd'hui, même si Miller, il y a un côté sympathique que je n'ai pas pour Bagnaia, mais voilà, aujourd'hui, c'est Bagnaia qui est meilleur, pas qu'au classement, je trouve que ça se voit aussi à la régularité. Il est plus jeune, Bagnaia, il est italien, il a plus de chances de son côté de garder son siège. Je pense que Ducati, quand même, va préférer, s'il y a un choix à faire, un pilote italien qu'un pilote australien. Oui. Non, je pense que ça fait partie des prérequis, avoir un pilote italien dans le team quand t'es Ducati, quoi. Je pense que Ducati aimerait bien que Bagnaia soit champion, un Italien champion sur une moto italienne, c'est ce que rêvait de faire Rossi quand il a signé chez Ducati à l'époque. Et je pense que tous les Italiens et la marque Ducati aimeraient un jour avoir ce combo, quoi. Pilote italien, Ducati, on est champion tous les deux.
Ouais, c'est pas passé loin avec Devy à 3 reprises, mais c'est pas passé. C'est pas passé, parce qu'il y avait un certain Marc Marquez qui était là aussi. Mais ouais, clairement, Jack Miller, sa 5e place aujourd'hui, elle est bien, mais il faut qu'il fasse mieux. Aujourd'hui, là, il aurait pu mieux faire si c'était pas foiré. Ouais. Enfin, on pense qu'il aurait pu mieux faire si c'était pas foiré. Ensuite, je vais noter la superbe course de Enea Bastianini qui se termine 6e. Il a fait des bonnes qualifs, il partait de 9e, je crois. Il a une Ducati obsolète, faut le dire, il a une Ducati GP19. Il fait 6 sur cette course, dans un team qui a peu de moyens. Enfin voilà, bravo à lui. Clairement, Martin ne serait pas là. Ce serait le rookie de l'année. Bastianini, il fait une très bonne année. Pour un rookie, il chute peu, il fait des résultats dans les points régulièrement. C'est super. Et puis là, il concrétise avec un top 6, c'est exceptionnel. C'est la 3e Ducati. Bravo. Il va pousser chez Pramac, peut-être. Peut-être taper à la porte de Pramac et faire attention l'année prochaine. L'année prochaine, il est signé chez Gresini, qui passe chez Ducati. Il aura une moto a priori plus récente, et peut-être qu'en 2023, il pourra prétendre à une place chez Pramac éventuellement, oui. En tout cas, ce serait pas volé au vu des résultats qu'il a aujourd'hui. Non, ça c'est sûr. La dernière chose que je voulais signaler, c'était plus par rapport à Iker Lucena. Donc qui termine 11, mais qui a un temps joué dans le top 10. Même plus haut, je sais plus exactement. Bon, top 6-7. Ouais, 6-7, c'est ça. Pareil, il a fait une course incroyable. Alors lui, il est espagnol, il connaît bien Aragon et tout ça, mais on se dit, voilà, il se réveille, il montre ce qu'il a. C'est trop tard, il y a plus de siège pour toi en MotoGP. Non, c'est pareil, des fois les pilotes, ils sont libérés d'une certaine pression, ils savent qu'ils ne vont plus rouler là. Alors ils disent, finalement, je m'en fiche, j'ai plus rien à perdre. Alors les mecs, ils donnent tout, ils donnent plus, ou je sais pas, et ils sont libérés d'un certain poids, et finalement, tu les vois qu'ils roulent mieux. C'est ça. J'aurais dû te virer en début de saison, finalement, t'aurais peut-être roulé toute l'année. C'est ça. Mais du coup, c'est dommage. Enfin, je suis content pour la course. Il a fait une course où il s'est mis en avant, mais c'est dommage de savoir que probablement, alors c'est pas signé, mais probablement il ne sera plus là l'année prochaine. Non. Et il irait chez Honda en Mondial Superbike. C'est ça. J'ai entendu ça aussi, ouais. Alors, ça veut dire que finalement, tu vas retrouver l'année prochaine en Mondial Superbike avec Lecuona qui a fait du MotoGP, Bautista qui a fait du MotoGP, Redding, Folger, Christophe Ponson. Tu penses que Folger sera encore là ? Je sais pas, mais en tout cas, s'il est encore là l'année prochaine, ça fait quand même pas mal de pilotes qui ont fait du MotoGP. Oui, non, c'est vrai que ça devient le contraire d'antichambre, tu sais, je sais pas comment on dit après la chambre de MotoGP, quoi, voilà. Après, pas grand chose à dire sur les autres pilotes en MotoGP. Peut-être un mot sur le classement général. Alors aujourd'hui, il reste, comme on disait tout à l'heure, 125 points à prendre. C'est officiel jusqu'à Viñales. Peuvent prétendre encore, donc qui est 8e au classement, peuvent prétendre à la victoire finale. Donc ça inclut Quartararo, Bagnaia, Mir, Zarco, Miller, Binder, Espargaro, Aleix et Maverick Viñales. Donc plus aucun pilote Honda ne peut être titré cette année. Là, ça on peut plus rien faire. Miguel Oliveira, pareil, ne peut pas être titré cette année. Voilà des gens qui étaient attendus. Paul Espargaro ne pourra pas être titré. Franco Morbidelli, on sait qu'il est blessé, mais clairement, il est vice-champion saison raté pour lui, hein. Oui. Voilà. Tiens, petite anecdote. Luca Marini et son frère, donc Rossi, ont le même nombre de points au classement, 28 points. Voilà. Je sais pas si c'est fait exprès. Hein. D'ailleurs, ils ont roulé ensemble sur cette course, puisqu'ils terminent. Marini, c'est ça. Moi, je pense que Rossi a dit à son frère. Vas-y, me laisse pas dernier, s'il te plaît. Je te file mon casque. Je te fais un autographe. Bon. Non, j'avoue, je sais pas. Non, mais voilà. Bon, Viñales termine 18e sur une moto qui connaît à peine. À seulement 27 secondes de la tête de course, donc c'était honnête, hein, franchement. Ouais, mais finalement, ça change pas que ça ne change pas que quand il était sur Yamaha. Bon, c'est pas très français, ma phrase. Ouais, mais quand tu vois que Zarco, il perd juste même pas une demi-seconde sur Zarco, qui termine 17. Maverick a fait une course honnête. Mais c'est pareil, on sait qu'il est sur une moto qui a du potentiel. Donc à lui de montrer que lui aussi il a du potentiel.
Oui, parce que peut-être que Savadori a terminé dans les points sur une course comme ça. Bon voilà, pauvre Savadori, paix à son âme. Je trouve ça un peu dégueulasse la manière dont ça a été géré, mais bon, ça c'est Aprilia, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Non. Voilà pour le MotoGP, t'as autre chose à dire? Non, MotoGP, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Petit mot sur la Rookies Cup. Donc c'était la finale. Ça jouait en même temps que les grands. C'était la finale à Aragon. Donc en course 1, c'est Dani Olgado, David Munoz et David Alonso qui font le podium. Et donc ça veut dire que David Alonso remporte la coupe Red Bull devant Munoz qui est titré vice-champion. En course 2, donc c'est Ivan Ortola qui gagne sa première course de la saison devant Olgado et Alonso, et Munoz termine 4e. Donc vraiment on avait un quatuor toute cette saison qui se battait pour le podium. David Alonso remporte la Rookies Cup. Il n'a pas encore été annoncé dans un team Moto3 comme il pourrait l'être l'année prochaine, mais clairement en sachant que Acosta monte en Moto 2, je suis KTM Ayo, je me pose la question de est-ce que David Alonso est un profil intéressant pour le Moto 3 l'année prochaine. En sachant qu'il garde Jaume Masia toujours a priori l'année prochaine. Donc à suivre. Donc voilà pour les toutes petites cylindrées. On passe à des choses qui sont plus proches de nous avec le French Superbike. Tu nous fais un petit récap, Steph? Allez, c'est parti. On va commencer par les 600 Super Sport parce que bon, c'est la catégorie où il y a le plus de Français engagés finalement. Alors, les résultats... Ça roulait où déjà? Alors, c'était pour la manche française de Manicourt qui s'est tenue le week-end du 5 septembre. Donc la course 1 est remportée par Egarner devant Odendaal et Cluzel. Alors à noter plusieurs choses sur ce week-end et sur cette course, c'est que Odendaal devait marquer le maximum de points parce que pour le prochain rendez-vous qui a lieu à Barcelone, il pouvait pas participer, donc il devait engranger le plus de points pour le championnat du monde. Et finalement, en course 2, Odendaal va chuter avec Cluzel. Et les deux pilotes donc ne verront pas le drapeau dernier puisqu'ils vont chuter à la fin du premier tour. Et c'est finalement Gonzalez qui va l'emporter devant Egarner et un autre Anchou. Au championnat du monde, donc Egarner prend le large avec 302 points. Odendaal est second avec 240 points, mais il ne marquera pas de points lors du prochain meeting. Hotel est troisième avec 178 points. Et le pauvre Cluzel est sixième avec 140 points. Alors, plusieurs autres choses à raconter sur le Super Sport. Donc, lors de la course 1, donc Valentin Debise, qui était wildcard et qui s'est lancé de la 4e place, a été victime d'un accrochage. En fait, il s'est trompé de bouton et il a coupé le contact de sa moto et il a pas réussi à redémarrer la moto et donc il a été percuté par un autre Français qui était wildcard pour cette manche de Manicourt. Du coup, Valentin Debise a eu une fracture du radius. Il a loupé les courses du dimanche et il a loupé. Alors bon, on en parlera peut-être tout à l'heure du FSBK, mais du coup, il a loupé le dernier week-end de FSBK qui s'est tenu hier ce week-end-là à Alès. Et du coup, il n'a pas pu prétendre à la victoire et à son, entre parenthèses, rêve de doubler historique 600 et 1000 en championnat de France. Et il pourra pas non plus disputer le championnat IDM allemand puisqu'il était aussi engagé en IDM allemand, en 600 et en 1000. Et dans ces deux catégories, il était second et il aurait pu aussi prétendre au titre. Donc, dommage pour lui, mais en tout cas, continue de sa superbe saison. Christophe Guyot lui refait confiance et a dit que dès que Debise serait remis sur pied, il lui repréparait une moto pour faire une manche de mondial super sport. Donc lors de la course 2, donc comme je vous disais, Jules Cluzel était victime d'un accrochage avec Odendaal et Luca Bernardi. Jules Cluzel était victime d'un traumatisme crânien et il a passé 2 jours à l'hôpital en observation. Espérons pour lui qu'il sera apte à rouler à Barcelone. Oui. Autre Français engagé avec le GMT, c'était Andy Verdoya, qui lui pour le coup a réalisé un super week-end. Oui. Puisque il finit la première course à la 10e place et la deuxième course à la 8e place, un temps en bagarre avec le groupe des 6 premiers. Donc c'est bien pour ce jeune pilote de 25 ans qui a fait un week-end assez solide et qu'on peut dire qu'il a rempli le contrat.
Exactement, ouais, non, tu fais bien de se souvenir, Andy Verdoya, on s'en souvient qu'il avait gagné une des rares courses l'année dernière en 600 sur des conditions dantesques sous la pluie, alors que tout le monde était rentré au parc. Mais tout le monde était rentré un tour avant et donc lui voilà. Voilà. Mais bon, c'était une victoire très particulière, mais il en avait une. On n'avait pas pu voir vraiment son niveau parce qu'il débutait dans la catégorie et c'est là en fait où on se rend compte. Moto non plus. Hein, c'est là où on se rend compte que même si c'est tous, on va dire des R6, effectivement. Le team et la moto ne sont pas la même chose quand on n'a pas beaucoup de budget ou quand on fait partie du GMT. T'as pas les mêmes développements, t'as pas les mêmes mécanos, t'as pas les mêmes structures, les techniciens. Enfin, mais voilà, il lui a suffi d'un week-end pour pouvoir lutter dans le top 6, quoi. Donc clairement, pour moi, c'est la bonne surprise. Alors, j'ai pas de doute sur le talent du gamin, mais je le voyais peut-être pas aussi haut, aussi vite. Non, je pensais pas non plus. Donc on verra si le GMT continue à rouler en 600 ou pas, et si ça peut être quelque chose qui se fait, mais en tout cas, je sais qu'il était confirmé pour la prochaine course, Verdoya, au GMT. Bah, j'espère on verra s'il y a une collaboration future qui peut se faire, mais c'est cool, quoi. Parce que je sais qu'il roule en Super Sport 600 italien, là, cette année, Verdoya. C'est ça. Mais ce que je me dis, c'est super, en fait, ils offrent plein de wildcards, le GMT. Mais finalement, est-ce que la stabilité, c'est pas aussi important dans un team? C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec Cluzel, Caricasulo, ils ont rompu le contrat, ils ont fait rouler un peu de Bise, ils ont fait rouler Danny Vallée, là ils ont refait rouler Andy Verdoya et Valentin de Bise, la prochaine fois ils vont rouler Andy Verdoya. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Bah, je pense que De Bise, à la base, il devait faire juste la wildcard à Manicourt parce que il était en tête du championnat. Ouais, mais de il France. avait remplacé Caricasulo. Finalement, en fait. il avait remplacé Caricasulo, mais il peut pas être là à plein temps parce qu'il a le championnat IDM, il a le championnat de France. Et après, je pense qu'il y a eu des approches qui n'ont pas abouti peut-être avec d'autres pilotes. C'est pas évident de trouver. Il y a les calendriers, il y a les budgets. Tu peux pas, même si tu t'appelles Verdoya, tu peux pas dire à ton team ou à tes sponsors, bah je vous lâche parce qu'on m'a appelé en World Superbike, tu vois. En World Super Sport, pardon. Donc pas évident, moi j'étais disponible, mais et pourtant Rémi Guyot a mon numéro, mais il m'a pas appelé. Non, vraiment pas. Il m'a parlé de toi, en tout cas. T'étais sur la shortlist. C'est gentil. Vraiment. Bon, le GMT, c'est vrai qu'il manque un peu de stabilité. Ça aide pas Jules, qui en plus a une poisse monumentale cette saison, plus non, que toutes les autres saisons. Ah oui, c'est clair. Je comprends pas comment il arrive à garder le sourire sur les photos qu'il fait, franchement. Ce qu'il disait, c'est que là, sur 3ème place, ça avait une saveur de victoire à Manicourt. Il disait, non, mais là, c'est. Ouais, je peux comprendre. J'ai tout donné, là, j'ai 3ème, les gars, j'ai fait ce que je pouvais avec le matos que j'avais, c'était au bout, là. Surtout que c'est une piste qu'il a réussi, comme il racontait, mais que c'était pas sa piste fétiche. Mais bon. Mais, pareil pour Jules Cluzel, quand tu l'entends parler, quand tu dis oui, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, il dit pas, j'ai envie de rester, je veux rester. Non, il dit, on verra ce qui va se passer, moi je me concentre sur ma saison. Ouais. Et du coup, on se demande le quid de l'année prochaine, parce qu'on sait que Christophe Guyot, alors je sais pas ça va être pour 2022, mais il veut, alors je dirais pas absolument, mais enfin, c'est son objectif, hein, avéré, dit, de monter en 1000. Ouais. Et de garder une structure en 600. Mais du coup, est-ce que Jules Cluzel va continuer l'aventure avec eux, quoi? C'est possible. Alors en 1000 ça coûte cher. Moi je vois bien une moto en 1000 et deux en 600 ou l'inverse l'année prochaine. Parce que je pense que ça tient à cœur à Guyot de rester une porte ouverte vers les jeunes et vers l'accessibilité au mondial pour les jeunes. Et donc le 1000 ne le permet pas directement. Il faut garder du 600. Après voilà, avoir 3 motos, ça coûte très cher. Ouais. C'est plus d'1 million pour le 1000 l'année. Plus d'1 million. Donc peut-être qu'ils pourront pas la première année, je sais pas. En tout cas, effectivement, je pense qu'il y a de l'indécision des deux côtés. À la fois du GMT, est-ce qu'il garde une 600 ou pas, et à la fois de Cluzel, est-ce qu'il a envie de continuer avec le GMT, parce que ils s'entendent très bien, mais clairement la moto cette année, c'est peut-être la pire moto qu'il a eu Cluzel au GMT, pas dans le sens c'est une mauvaise moto, mais dans le sens où la concurrence s'est améliorée et eux ils sont un peu moins au niveau que les 2 précédentes années. Parce que même cette année t'as les Kawa qui sont là, hein. Enfin, ouais. Il y a pas que des Yamaha, il y a aussi Kawa. L'année dernière aussi, Mayas termine vice-champion de mémoire. Mais cette c'était année Mayas, c'était pas Hotel. L'année dernière Hotel il a pas fait cette saison là. Mais je pense que pour faire la moto cette année, ils sont bien basés sur le ressenti de Mayas l'année dernière. Donc on verra. Quant à Odendal et Agarter,
Voilà, chapeau à eux parce que c'est ce qu'ils font, c'est vraiment du beau boulot. Bernardi aussi, même s'il s'est blessé là. D'ailleurs, j'ai vu ça tomber il y a 5 minutes. Bernardi sera remplacé par Krummenacher pour le round de Barcelone. C'est-à-dire que il retourne chez Bardal. Alors Bernardi, en fait, il a pas officiellement une Bardal. C'est pas le team Evenbros Bardal, mais en fait c'est une moto préparée par c'est le même préparateur. C'est Bardal, c'est la moto. En tout cas, sans dire de bêtises. C'est CM Racing, voilà. On passe au 1000. Allez. Donc Rastoglou, c'était l'homme du week-end. Sur la piste, il a fait le hat-trick. Hein. Il remporte la course 1, la course sprint et la course 2. Donc, ce qui donne en course 1, Toprak, Ray, Locatelli. Course 2, Toprak, Ray, Redding. Et donc, sur la Super Pole, c'est Jonathan Ray qui s'impose sur tapis vert devant Toprak et Alex Love. Côté français, Lucas Mayas va chuter lors de la Super Pole. Il détruit sa moto, il se détruit un peu lui aussi. Donc, le temps que les mécanos remettent sur roue la moto et que les prépas physiques remettent sur pied Lucas Mayas, qui va louper tout le samedi, il courra que le dimanche. Il va pas faire super week-end le dimanche puisqu'il doit se contenter des points de la 13e place. L'autre Français engagé, c'est Christophe Ponson sur le Gilles Racing. Lui connaît un week-end encore dans les points. Il est sur une belle dynamique puisqu'il va finir P13 et P12 et il sera même en bagarre avec le japonais officiel Kota Nozade. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'ils ont quand même clairement pas les mêmes machines. Au championnat du monde, ça se resserre en tête, mais Toprak prend un peu le large. Il a 370 points, donc il compte 7 points d'avance devant Jonathan Ray. Et troisième, on a Scott Redding, et quatrième, Locatelli. Et donc Locatelli, j'aimerais juste souligner que c'est quand même depuis ces dernières années le seul pilote qui sort du super sport. Oui, et qui performe. Parce que soit les autres sont plus là, ou soit ils sont plus là, ou soit ils performent pas. Ouais. Et ils sont peut-être plus là. Alors, avec l'exception entre guillemets de Lucas Mayas, je trouve qu'il fait une saison intéressante, mais à sa place, c'est-à-dire que c'est un rookie qui progresse. C'est vrai que Locatelli surperforme par rapport à ce qu'on peut attendre d'un rookie. Mais clairement, ces derniers temps, je te coupe, ces derniers temps, parce qu'il y a un début de saison où tu le voyais pas clairement, et là ça fait pas trop depuis les dernières courses où il joue aux avant-postes et ce qui lui permet d'être 4e au championnat du monde. Mais on voit bien que c'est ce que fait la Yamaha là, ces dernières années, on va dire cette année, vraiment elle a fait un gros step, contrairement à la Kawa ou la Ducati ou même la Honda qui stagne un peu. Enfin en tout cas c'est la seule qui a réussi à progresser, je trouve. C'est la Yamaha et Toprak est exceptionnel. Il avait déjà fait le coup il y a 2 ans avec la Kawa, mais là clairement Manicourt il aime bien quoi Toprak. Il aime bien Toprak. Ouais. C'est une piste qui réussit souvent aux pilotes turcs. On se souvient de son cousin Sofoglou qui avait quand même pas mal dominé en super sport, qui a gagné beaucoup de courses en Manicourt. Exactement. Toprak qui s'impose, donc ouais. Donc ça relance un peu le championnat. Enfin c'est pas que ça relance, mais du coup ça donne encore plus de piment au championnat. T'as Toprak qui est devant Ray. Donc on va voir comment va gérer Ray, parce qu'on l'a jamais connu dans telle situation à si peu de courses de la fin du championnat. Ouais, tu fais bien de le dire. À noter pour Toprak, c'est un des rares, avant qu'il soit déclassé, ces dernières années, qui fait le triplé sur le week-end. Moi, je me souviens de Réa, de Bautista l'avait fait, et je vois que Toprak, parce que je crois que Redding n'a jamais gagné 3 courses sur un week-end. Réa l'a fait à Assen cette année. Ouais, mais Réa, il l'a fait régulièrement depuis, ils ont implémenté ça ça fait 2 ans, 3 ans si j'ai pas de bêtises. Depuis 2021, depuis 2019. Ouais, donc 3 ans, c'est bien pour ça. Ouais, donc Bautista l'avait fait, il me semble, avait déjà gagné 3 fois la course, 3 courses. Et Toprak l'a fait avant d'être déclassé. Revenons à ça, alors il y a eu beaucoup de discussions sur les internets avec ça. Pour moi, Toprak sort dans le vert, il doit être pénalisé. La direction de course ne l'avait pas vu. Non, et moi je dis c'est la règle. À un moment, Yamaha s'offusque, mais ça aurait été l'effet inverse et Yamaha aurait perdu. Ils auraient perdu le championnat pour un point, t'inquiète pas qu'ils auraient porté réclamation, donc faut arrêter. Je te rejoins totalement, je trouve que c'est
Voilà, il méritait une sanction, il n'y a pas de problème là-dessus. Effectivement, on peut pas dire que c'est extra classe de la part de Rhea, mais enfin voilà, il faut pas. Mais c'est pas non plus une honte absolue, hein, c'est pas un collabo ou je ne sais quoi, faut arrêter. Le sport, c'est aussi savoir compter ses points et savoir se dire, bah là, j'en laisse aucun à mon adversaire et si je vois qu'il est hors des clous, je le dis quoi. C'est tellement serré cette année que s'il faut, ça va jouer un point. Ils étaient à égalité avant Manicourt, donc t'inquiète pas que le mec. Non, voilà, moi je trouve qu'effectivement ça manque un peu de classe, mais à mes yeux c'est tout à fait légitime qu'il fasse cette réclamation. Il y a rien de choquant. Et au fond de moi je me dis que ça aurait été l'inverse. Yamaha aurait la même non-classe que Kawasaki aurait dit. Bien sûr. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Donc là c'est toujours facile pour Yamaha de dire non, c'est quand même méchant ce qu'ils ont fait. Non, t'aurais fait la même chose. Et dis pas le contraire. C'est ça, c'est un championnat du monde, c'est pas je sais pas une kermesse où t'as envie que tous les enfants soient sur le podium pour faire plaisir à tout le monde et qu'il y a pas d'enfants qui pleurent quoi. Donc faut tout se mérite et effectivement il y a une petite erreur à ce moment-là et à tous ceux qui disent oui mais il a pas gagné de temps en faisant ça et tout. Déjà le règlement c'est le règlement donc on n'est pas là pour réviser le règlement, on est là pour l'appliquer et s'il faut le réviser on verra en fin d'année avec la FIM etc. Et deuxièmement, pourquoi il existe ce règlement? Effectivement, Razgatlioglu n'a pas forcément gagné beaucoup de temps par rapport à ses adversaires sur cette course. Mais il faut savoir qu'avant les zones vertes, qu'est-ce qu'on avait? On avait de l'herbe, on avait du gravier ou du sable à ces endroits-là. C'était des matériaux qui faisaient que si tu sortais, déjà, dans le pire des cas, tu faisais un gros nuage de poussière et puis tu perdais vraiment du temps. Peut-être une seconde, ou alors tu faisais un guidonnage, ou alors tu perdais l'avant et tu finissais par terre, quoi. Vraiment, on a mis ces zones vertes pour remplacer ça, donc oui, il a gagné du temps par rapport à l'époque. C'est ce qui serait passé à l'époque s'il n'y avait pas eu cette zone verte. Donc c'est ça qui est sanctionné aujourd'hui, c'est que sinon, si on sanctionnait pas ça, il faudrait remettre les zones comme elles étaient avant. Et c'est-à-dire que aucune sortie, aucune tolérance de sortie n'est autorisée. T'aurais du gravier, t'inquiète pas que tu mordrais pas sur une marche. C'est ça. Tu prendrais une marche plus raisonnable en prenant l'entrée de ton virage. Et c'est quoi pas gagner de temps? C'est-à-dire, mais c'est pareil parce que, ok, il gagne pas de temps, mais il se met peut-être dans une position pour prendre le prochain virage et qu'il va gagner des millièmes de secondes, mais les millièmes, ça lui fait sortir un poil plus tôt du virage et du coup, enfin, c'est toujours pareil, et c'est comme à l'époque en MotoGP, il y a quelques années où je sais plus quel pilote avait voler le départ, mais pour quelques centièmes de millième, ça se voyait même pas. Mais non, mais t'as bougé, c'est la règle. Il y a pas de petite ou de grosse faute, t'as fait la faute, quoi. Exactement. Donc voilà pour ça. J'ai trouvé les courses Toprak et Rhea intéressantes. Un peu déçu de Redding, encore une fois. On sait qu'il part à la fin de la saison, que Bautista revient. Je sais même pas quoi en penser ça d'ailleurs. C'est Ducati quoi, c'est du Ducati au Mondial Superbike. Ils se cherchent. Mais même Redding chez BM, c'est ça. Il part chez. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont recruté Van der Mark, ils ont recruté Sykes et du coup même pour BM changer tout de suite quoi. Ouais, ça c'est pas leur année non plus. Ouais, Sykes arrive à faire des choses en Super Pole Race, mais c'est tout quoi. Voilà, on a fait le tour. On fait le tour, ouais. Vous voulez qu'on parle du FSBK yes. en 2 minutes. Donc ce week-end se tenaient les finales du FSBK sur le circuit d'Alès, dans le Gard. Donc en 1000, c'est Mathieu Ginès qui est sacré champion de France. Alors, si je fais un raccourci, il a gagné sur la piste, mais comme Valentin Dobis n'a pas pu courir, du coup, c'est un peu plus facile pour lui. Hein. Donc voilà, Mathieu Ginès est le nouveau champion de France. En 600, donc c'est Valentin Dobis qui avait été sacré à Carole, et en European Bike, c'est Alexandre Veleux qui est sacré champion. C'est ça. Félicitations à Ginès. Après, c'est le risque de faire des wildcards dans plein de championnats différents. Hein. C'est les risques de blessures. Mais malheureusement pour Debise, pas de bol. Surtout qu'il se fait percuter par un Français. Enfin, c'est vraiment pas de bol. Bref. C'est ça. Juste un petit mot sur le Moto America. Donc, ça a roulé ce week-end dans le New Jersey et c'est Jacques Gagné
qui a gagné 3 fois ce week-end. Enfin, il a gagné quasiment toutes les courses cette saison. Hein. Il porte bien son nom. Il reste un week-end de course, mais voilà, il est titré champion Moto America Superbike. Baz lui fait 5, 4 et 4. Il est 5e au général. Bon, il espère faire mieux sur la dernier week-end de course, mais clairement, je pense qu'il est pas là où il espérait. Il espérait vraiment se battre pour les victoires à chaque course, et c'est pas le cas du tout. Son ambition déclarée, c'était être champion. Je pense que peut-être qu'il se basait trop sur ce qu'avait fait. Je crois que c'était Samuel Cavalieri l'année dernière avec cette Ducati sur 3 manches. Je crois que c'était venu en wildcard sur 3 manches. Et Cavalieri avait été à la lutte et avait fini par remporter une course. Je pense que c'est pour ça que Ducati s'était investi cette année à plein temps dans le championnat avec un pilote comme Baz. Et au final, les résultats, ils sont pas tout à fait là. Je sais pas s'il aura une opportunité de revenir en World Superbike cette saison, enfin l'année prochaine. Il y a plus beaucoup de place. En tout cas, il y a plus beaucoup de motos compétitives non plus. Non, c'est ça. Donc voilà, peut-être qu'il a toujours une touche avec Tenkat s'il décide de... S'il boucle le budget surtout. L'année prochaine, je sais pas. La semaine prochaine, donc on a beaucoup de courses. On a Misano. On a, avec le retour de Andrea Dovizioso, hein. Donc voilà, je suis tellement content. J'attends ça avec tellement d'impatience. Ouais. Voilà, donc il y a le MotoGP à Misano, on a le bol d'or pour le championnat du monde d'endurance, donc l'avant-dernière course. On a du World Superbike à Barcelone, tu l'as dit. Je crois qu'on a du CEV Moto 3 pour la finale de la saison. Non, je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on a déjà fait pas mal le tour. Ouais, donc un week-end chargé la semaine prochaine en tant que moto. Et puis voilà, tu vas regarder quoi toi en priorité? Le Superbike. Avec un petit œil sur le bol d'or en parallèle. Et puis voilà, on est bien. Ouais, oui, c'est sympa de voir l'endurance parce que c'est des pilotes. Il y a beaucoup de pilotes français, de teams français qu'on voit sur les week-ends de course en FSBK et en promo sport. Donc c'est toujours sympa de les voir courir en mondial d'endurance. Ouais, plutôt que de regarder la course Moto 2, tu te regardes la dernière heure du boulder, le final. Je garde mon quota de télé pour ça. Ouais, parce que bon, allez. Après, il faut pas te regarder. Ouais. Bon. Donc la semaine prochaine, on va noter quand même en MotoGP le retour de Morbidelli, le retour, on a dit de Dovi, et je crois qu'on est pas mal. Oui, Dani Pedrosa qui devait initialement faire une wildcard, finalement ne sera pas là parce que KTM a annoncé qu'il n'avait pas suffisamment de pièces à tester. Ok. Dommage. Merci Stéphane, c'était super de t'avoir. Bah ouais, merci Pierre, c'était un super moment. Ouais, et puis écoute, à bientôt tout le monde, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de venir nous rejoindre sur le Discord pour discuter, et puis ciao à tous, salut.